Voilà, donc nous démarrons cette quatrième session et on va reprendre là où on s'était arrêté la dernière fois. Donc, il manquait juste deux petits slides avant de rentrer les ratios de Fibonacci. Donc, on a vu les décomptes, on a vu les phases impulsives et correctives. On a vu tout ce que Elliott a appelé les techniques annexes, donc l'alternance, l'objectif naturel, la façon de calculer les canaux, les volumes, etc. Bon, tout ça, en fait, bah, on a rempli finalement notre boîte à outils avec tous les outils qu'Eliott nous met à disposition. Et une fois qu'on a tous ces outils, bah, on est censé pouvoir bricoler après le mieux possible. Euh, Là, on l'a déjà dit, mais on va le revoir plus précisément. Si jamais on se retrouve face à un graphique pas clair, dans lequel on n'arrive pas à identifier un décompte évident, bon, on va attendre, c'est-à-dire qu'on va, bah, on va pas s'occuper de ce graphique. Alors évidemment, il va y avoir deux options. Soit on est nous en train de faire ce qu'on appelle du stock picking, ou même pas que du stock picking, mais d'essayer de trouver des sous-jacents, comme moi je le fais tous les jours, qui nous semblent avoir une configuration intéressante. Bon. Là, dans ce cas-là, si on voit une configuration flou, bah, on passe à une autre configuration, on oublie. En revanche, si jamais on a besoin de réussir à établir un scénario sur telle valeur, par exemple, dit, bah voilà, moi j'ai absolument besoin de savoir qu'est-ce qui peut se passer sur Total, mais j'arrive pas à trouver un décompte. Bon, bah, on va mettre des balises et puis on va dire, bah voilà, on va attendre. Et une fois que l'une des balises sera enfoncée ou dépassée, là, on va valider la probabilité d'un scénario en fonction de la balise atteinte. Voilà. Donc Bolton avec Prechter, ce sont ceux qui ont repris les travaux d'Eliott et qui les ont remis au goût du jour, dit bah voilà, on va enfuir sous le tapis en attendant que l'atmosphère s'éclaircisse et on verra effectivement ces cas de figure. Dans la grande majorité des cas, les mouvements suivants vont permettre de clarifier le statut des vagues précédentes, voilà, en révélant leur position dans la configuration d'un degré supérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, on va être en train de regarder un graphique et on va se retrouver à l'intérieur d'un cycle inférieur, on va pas trop savoir de quelle manière ce cycle-là peut se terminer, et on va dire, bah voilà, là, si je dépasse tel niveau, bah, c'était du 1, 2, 3, 4, 5. En revanche, si j'enfonce ce niveau, c'était du ABC. Et on va justement, à partir de là, bah, identifier un scénario en fonction de la balise qui aura été soit enfoncée, soit dépassée. Une fois que les mouvements ont clarifié le tableau, bah là, on va se retrouver avec une probabilité qui peut, alors, approcher des 100%. Oui, on a bien dit approcher, mais c'est vrai que parfois, il y a des configurations qui sont extrêmement efficaces et on va essayer de les identifier puisque c'est le but premier de ce qu'on voit ici et c'est le but de tout investisseur sur le marché, hein, de savoir quelles sont les configurations les plus efficaces. Euh, Effectivement, les vagues d'Elliott sont la seule méthode qui peut fournir des outils qui permettent de faire ce genre de prévision. Alors attention, hein, il y a de l'Ishimoku, il y a des chandeliers japonais, mais en termes de décompte, il n'y a rien d'autre qu'Elliott. Euh, les chandeliers ou Ishimoku va nous permettre de cartographier le graphique à l'instant T et avec ce qu'on voit, de pouvoir se dire bah là, ça doit encore monter, là on est sur une résistance. Alors qu'Eliott, lui, nous permet de faire des prédictions en disant, bah là, il manque une vague 3. Donc la vague 3 devrait aller jusqu'ici. Il ne va pas seulement dire, là, c'est haussier, là, c'est baissier, il y a une résistance, il n'y a pas de résistance. Euh, voilà. Bon, maintenant, je vous propose, comme en plus tout le monde n'est pas encore arrivé, je pense qu'il y en a d'autres qui vont arriver en cours de route, notamment William et André qui m'ont envoyé leurs exercices. Donc, on va continuer ici dans la théorie parce que c'est plus facile, comme je dis tout à l'heure, de suivre la théorie en clé et je préfère garder les cas pratiques pour quand on sera au maximum. Donc, on va regarder maintenant la suite de Fibonacci et les applications qu'on peut en faire concrètement dans Elliott, mais aussi dans l'analyse technique au sens large. Il y a des gens qui ne sont pas du tout elliotistes qui utilisent Fibonacci. En amont, comme d'habitude, je vais vous rassurer, entre guillemets. Vous rassurer dans le sens où tout ce qu'on va voir ici ne va pas être absolument nécessaire, ou en tout cas, ça ne sera pas nécessaire de le connaître forcément par cœur, parce que même si, quand on présente une théorie et qu'on fait justement que je vous présente cette théorie, moi, mon rôle, c'est de vous donner absolument l'intégralité de la théorie, tout ce qu'Eliott a mis en place. Maintenant, dans la pratique, ce qu'on va voir ici, on va s'en servir très peu, on va se servir énormément, enfin essentiellement plutôt des retracements et encore plus des extensions, donc des projections, je vous montrerai pourquoi. Après, tous les rapports
entre les vagues, la taille des vagues à l'intérieur, notamment des figures de consolidation, etc. Ça, pour le coup, je m'en suis, moi, jamais, quasiment jamais servi. Bon. La suite de Fibonacci. Donc, la suite de Fibonacci, c'est la suite suivante. On va, donc, elle s'écrit pour les matheux sous forme UN plus 1 égale UN plus UN moins 1. Ça veut dire qu'à chaque fois, l'élément suivant de la suite va se calculer en prenant la somme des deux précédents. Autrement dit, bon, 0 plus 1, 1. OK, on n'a pas mis 0. Là, 1 plus 1, ça me donne 2. Je prends à chaque fois les deux éléments précédents. 2 plus 1, ça me donne 3. 3 plus 2, ça me donne 5. 5 plus 3, ça me donne 8. 8 plus 5, 13, etc., etc. Évidemment, jusqu'à l'infini. La somme de deux nombres adjacents, donc dans la séquence, produit le nombre suivant. Alors là où ça devient intéressant, c'est dans justement le rapport de deux nombres consécutifs, comme on le voit dans le tableau ici, qui va se rapprocher de ce qu'on appelle le nombre d'or, donc 1,618 ou son inverse 0,618, après quelques nombres. Euh, Plus vous allez avancer dans la suite, plus le rapport va se rapprocher du fameux nombre d'or. Tout ça, c'est, encore une fois, je vous le montre, mais ça va pas être important de le connaître par cœur, hein, d'accord? Donc, 1,618 ou 0,618 est connu comme le fameux nombre d'or. Aussi, de façon aussi surprenante, alors ça, pour le coup, moi, je trouve ça très intéressant, parce que je vous l'ai dit, moi, je suis quelqu'un de très cartésien, euh, mais je ne vais pas m'apesantir là-dessus parce que c'est pas utile. Donc, effectivement, on a remarqué que le nombre d'or pouvait se retrouver dans des constructions naturelles, comme on va le voir par la suite, donc des minuscules structures d'ADN ou des grandes galaxies, etc. Ici, on voit le principe de la suite en fonction. Bon, ici, c'est la formule mathématique. Donc A plus B sur A égale A sur B pour arriver à tendre, bon, ici, si on appelait phi, jusqu'au nombre d'or. Donc ici, par exemple, on a un grand carré. D'accord. En fait, l'escargot, il se construit dans l'autre sens. On a un petit carré qu'on va enfermer dans un autre carré. Ici, on va avoir un autre carré adjacent, un autre carré, un autre carré, un autre carré. Et à chaque fois, on va coller des carrés. Et ça va finir par former cette espèce de figure en escargot. Donc, on peut retrouver sur des coquilles d'escargot, dans des, voilà, comme on le voit ici. Ici, vous avez, voilà, des conques comme ça, avec la même forme des proportions de Fibo. Ici, pareil, sur des cartographies d'ouragan, etc. Il y a même, justement, des artistes qui auraient utilisé ces proportionnalité de Fibo pour équilibrer des tableaux. De là à vous dire que Van Gogh connaissait la suite de Fibo et s'était dit je vais. Bon, je ne sais pas. En revanche, au final, on va retrouver ces proportions d'une manière ou d'une autre dans plusieurs exemples que la nature va nous mettre à disposition. Très bien, ça c'était la parenthèse, euh, un peu moins utile pour nous, mais intéressante. Donc l'application des suites de Fibonacci. On va commencer par la plus simple expression d'une vague de baisse, ici. Bear, ça veut dire baisse, boule, ça veut dire hausse, hein. Donc ici, plus simple expression d'une vague de baisse, vous vous souvenez, les vagues impulsives ou correctives peuvent avoir lieu ici en un temps, ou on sous-divise ici en trois temps sur les phases correctives ou en cinq temps sur les phases euh, impulsif, pardon, et puis etc., etc. Là, on va voir un double zigzag, enfin un zigzag, pardon, 5 3 5. Ici, on va avoir du 5 3 5 3 5, etc. Donc, c'est le principe des poupées russes et des cycles et des sous-cycles. Donc, ici, on a une vague de baisse, une vague de hausse, et l'ensemble, ici, ça fait tac, tac, notre premier mouvement, hop, 1 2 par exemple. Après, ici, on a trois vagues de baisse parce qu'on sous-divise ici, trois vagues correctives, cinq vagues impulsives, donc on a bien du 5 3 ici. Et après, ici, on a, paf, pareil, on sous-découpe à chaque fois. Et qu'est-ce qu'on va remarquer ici? Là, j'ai une vague, et là, j'en ai deux. Donc, un, 2. Là, j'ai trois vagues, 5 vagues, et là, j'en ai 8. Donc, un, 2, 3, 5, 8. Là, j'ai 13 vagues, parce que j'ai du 5, 3, 5 ici. Donc, ça fait 5 plus 3 plus 5, ça fait 13. Là, j'ai 21, 5 plus 3 plus 5 plus 3 plus 5. Donc, 3 fois 5, 15, plus 2 fois 3, 6, ça fait 21. Et là, 21 plus 13, ça fait 34. Donc, en reproduisant le schéma de base héliotiste à l'intérieur des cycles, on va obtenir la suite de Fibonacci 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, etc. Bon, c'est intéressant. Euh,
même si ça peut paraître compliqué pour les cartésiens, mais c'est intéressant. Maintenant, comment mettre en application cette suite de Fibonacci? Qu'est-ce qui va être important pour nous de retenir dans cette suite de Fibonacci pour la mettre en pratique, nous, dans l'appréhension des graphes tels qu'on va les avoir? Alors, il y a deux grands aspects des ratios de Fibonacci qui vont vraiment être intéressants et importants et desquels on va pouvoir se servir. Ce sont les retracements et les extensions qu'on va voir plus en détail. Le reste, ça sera un peu plus aléatoire. Ici, à partir de maintenant, je vais en perdre quelques-uns, même plus que quelques-uns, d'accord? Mais faites-moi confiance, c'est pas important de retenir tout ça. Ce qu'on verra après, c'est les retracements et les extensions, comment s'en servir, point barre. Alors, ici, assez régulièrement, une correction retrace un pourcentage de Fibonacci de la précédente vague selon le cycle en question. Ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, donc notre première vague 1 ici, et notre vague 2 va pouvoir retracer, par exemple, 0,618, soit 61,8% de la grande vague 1 précédente. On verra quand on abordera tous les ratios que ça peut être 38,2%, 50% ou 61,8% en fonction du degré dans lequel on se situe. Ici, on voit par exemple que on va avoir dans des corrections plus latérales, par exemple des flats, on va peut-être retracer comme ici 38,2% et pas comme ici 61,8%, qui sera plus souvent le cas lors d'un zigzag, parce qu'un zigzag est plus profond, donc on va avoir une correction qui peut aller entre 50 et 61,8% de la vague précédente. Quand on va être plutôt dans un flat, on va retracer 38,2% environ du mois précédent. Bon. Euh, les retracements de 38,2% sont ceux qui sont, étant les moins impulsifs et profonds, sont ceux qu'on va retrouver dans des mouvements assez clairs, assez dynamiques, la plupart du temps. Alors ici, Elliott nous parle du rapport des vagues des unes par rapport aux autres en fonction des ratios de Fibonacci. D'accord? Ça, c'est absolument pas à connaître par cœur. Je vais vous montrer de façon très pragmatique comment utiliser ça. Et je vais vous montrer d'ailleurs tout de suite, une fois qu'on aura vu la slide, c'est mieux plutôt que de d'abord vous faire ingérer toute la théorie et après vous montrer la pratique. Donc ici, on a une extension de vague 3. C'est-à-dire que si vous regardez ce premier schéma-là, c'est bien la vague 3 qui est en extension, c'est la plus longue. Donc, on envisage que la vague 5 soit de la taille de la une, par exemple, 100%, ou éventuellement plus courte que la une, donc 61,8%, ou en extension, où là, ça va être 161,8% de la vague 1, reportée à chaque fois au début de la 4. Pourquoi est-ce que la 5 peut être 1,618 fois, donc 161,8% de la une? Dans ce cas de figure, pourquoi est-ce que la 5 pourrait effectivement être plus grande? Est-ce que la 3 est la plus courte? Voilà, merci Rachel. Donc la 3 n'étant pas la plus courte de toute façon, la 5 a, comme je le disais entre guillemets, tous les droits. Alors Pierre, qui est un architecte comme Rachel, c'est pour ça qu'ils sont tous les deux, nous parle effectivement du nombre d'or. Bah voilà, bah, très bien. Le modular et le Corbusier, bah moi tout ça je ne le connais pas, je ne le savais pas, mais effectivement, dans l'architecture, c'est certainement quelque chose aussi qui doit être pris en compte d'une manière ou d'une autre. Ça, j'en suis persuadé. Je suis ni architecte ni, ni ingénieur, mais je m'en doute très, très largement. Ici, deuxième figure, c'est l'extension de la vague 5. Donc on va avoir une vague 3, mais ce n'est pas très, très clair ici, qui va être égale à la 1 ou un petit peu plus grande. Donc la vague 5, elle peut être ici en extension. Et on estime que la vague 5 à elle seule va représenter donc 100% de la vague 5. OK. Euh, si de la vague 1 à la vague 3, on estime avoir le ratio de 61,8%, bah, la vague 5, elle va reproduire 100% du mouvement global. Et enfin, ici, c'est l'extension de la vague 1. Donc la vague 1 va être, elle, en extension. Donc une fois qu'on aura la 3, en revanche, la 5, elle, ne pourra pas être plus grande que la 3. Et c'est ici, en proportion, la vague 1 qui va représenter l'étalon de 100%. Et l'ensemble de la vague 3, 4, 5 va représenter 61,8% du mouvement global.
Alors ça, on va le voir directement ici et on va voir comment s'en servir. Bon, comme ça. Voilà. Donc, premier cas de figure, j'ai une 3 qui, elle, est en extension ici. Une fois que j'ai fait ça ici, bah, je vais démarrer ma vague 5. Et avec les ratios de Fibonacci, je vais pouvoir envisager des objectifs de vague 5. Comment, vous allez me dire comment, déjà, quels sont les ratios qu'on va utiliser, etc. Et comment savoir après bah, lesquels vont être les plus importants, etc. Mais en fait, c'est pas ça. Euh, voilà. On va voir comme je l'ai vu par exemple sur le DAX. Je commence à démarrer mon mouvement suivant. J'ai ma 3 qui est déjà plus grande que la 1, donc ma 5, elle peut s'arrêter là, elle peut s'arrêter là, elle peut s'arrêter là. OK. Une fois que je démarre ce mouvement-là, je vais pouvoir faire des projections de Fibonacci. Là, en Elliott, ces projections-là, elles vont avoir plusieurs possibilités. Et nous, en tant qu'analystes, moi, quand je fais mes analyses et que je suis dans ce cas de figure, c'est-à-dire que j'arrive sur des plus hauts historiques et que j'entame une nouvelle vague, bah, je vais essayer d'envisager des projections des vagues précédentes. Elliott nous dit qu'on peut envisager des projections de la vague 1 qui est ici, des projections de la vague 3 qui est ici, et même des projections de l'ensemble de la vague 1 à la vague 3. Ça va faire beaucoup de projections possibles différentes. Mais comme nous, on est des analystes malins, on va d'abord s'arrêter à la première projection possible, celle qui serait théoriquement la première à envisager. Donc on va prendre 100% de la 1 qui est le swing move, et on va prendre aussi peut-être 61,8% de la 3. Parfois, et ça va nous donner encore une conviction plus forte dans le point, parfois prendre 100% de la 1 ici et 61,8% de la 3 ici va nous donner un objectif quasiment identique. Si ce n'est pas le cas, on va d'abord se dire, on va voir comme premier objectif bah, l'objectif le plus proche, comme objectif suivant, etc. Et plus on va continuer son extension, plus on va pouvoir envisager les ratios suivants. Ici, dans mon logiciel un outil qui me permet de faire les projections. Normalement, vous avez, je peux mettre sur les logiciels gratuits type TradingView, vous avez la possibilité de faire des projections de Fibo. Sinon, je peux vous envoyer, pour ceux qui n'ont pas du tout la possibilité de regarder ces plateformes-là, mais je pense que vous pouvez tous le faire, sinon vous ne serez pas là. Moi, j'avais créé en interne un tableau Excel dans lequel il suffit de rentrer les niveaux, mais c'est quand même beaucoup plus fastidieux. Donc, premier exemple ici. Comment on fait une projection? On prend le début de la vague qu'on va projeter, la fin de la vague, comme ça enregistre le mouvement, l'amplitude, et on va le reporter au bas, au début de la vague suivante. Là, on veut faire la projection. Ici, on voit que 100% de la vague 1, ça nous amène là. Voilà, là, j'ai mis un de Fibo. 100% de la 1, ça m'amène là. 61,8% de la 1, ça m'amène là. C'est un peu court. Et après, on va avoir 138,2%, 161, etc. en fonction des ratios de Fibo qu'on va voir, euh, qu'on va voir tout à l'heure quand on va reprendre les slides. Après, si je projette par exemple 61,8% de la 3, je vais voir à peu près ce que ça me donne. Voilà, ici. Tac. Bah, 61,8% de la 3, ça me donne une zone. Donc, mon objectif privilégié ici, fort, bah, va être dans cette zone-là, en fait. Voilà. Donc, ça donne déjà une approximation qui est intéressante. Si je vois que j'arrive ici, que je commence un peu à faiblir, bon, bah, je me dis, ah, je suis peut-être en fin de mouvement, ici, en fin de vague 5. Si, bah, au contraire, je continue de monter, je transperce, ou j'ai une petite correction, j'allais dire, légère, et peut-être également des volumes qui augmentent, bon, bah là, je vais prendre mon objectif suivant qui va être là, etc., ou qui va être ici sur 138,2, etc. Donc, on va mettre des paliers d'objectifs au fur et à mesure. Euh, Voilà, ça c'était le premier cas de figure. Ensuite, deuxième cas de figure, bah, c'est la vague 5 qui, elle, va être en extension. Donc on va avoir une 3 à peu près de la taille de la une ici, à peu près comme ça. Et on va avoir une 5, elle, qui va être en extension. Bon. Dans ce cas-là, il est évident qu'on ne va pas pouvoir projeter 100% de la une ni 100% de la 3. Pourquoi? Parce que comme la 5 est plus grande que la une et la 3, ici, si je projette les vagues précédentes, une ou 3 ici, bah, on va s'arrêter à peu près ici parce qu'elles sont de la même taille. Bon. Donc comme notre vague 5, elle est allée plus haut, qu'est-ce qu'on va faire? On va projeter, on va essayer dans un premier temps de faire la projection de l'ensemble ici,
Voilà, pour voir ce que ça donne. Bon. On va voir que 100%, ça nous aurait donné ici, etc., etc. Puis on va prendre les ratios suivants. On peut également prendre uniquement le report de la vague 3, ok? Et là, on va prendre 138,2, etc., etc., et on va augmenter à chaque fois d'un palier supérieur. Il faut quand même savoir que les projections les plus efficaces et les plus fréquentes sont ce qu'on appelle, nous, les swing moves. Swing move, c'est une projection à 100%. C'est un jargon qu'on utilise, nous, en tant qu'analyste. Mais quand on parle d'un swing move, c'est la projection de 100% du mouvement précédent. Et ça, c'est très efficace et ça peut être très utile. Qu'importe que vous ayez identifié un décompte, qu'importe que vous arriviez à savoir si on est en vague 1, 2 ou 3, machin, quand vous avez fini un mouvement comme ça et que la correction vous semble terminée, vous pouvez d'ores et déjà euh, prendre tous les ratios ici de projection de, de, de Fibonacci en prenant la taille de votre première vague, de la vague en question, et en reportant la projection ici, et vous allez pouvoir obtenir des objectifs 61,8 et encore plus précisément 100%. Euh, alors non, ce n'est pas une règle, hein, 61,8 de la 3 et 100% de la 1. Là, là-dessus, pour le coup, il n'y a pas de règle, hein. C'est uniquement des outils supplémentaires pour pouvoir calculer des objectifs quand on est dans sur des graphiques très haussiers. C'est exactement ce que j'ai fait moi ici sur le DAX quand j'ai fait mon analyse plus ou moins court terme ce matin-là, ici. Voilà. Donc pour calculer les prochains objectifs possibles sur le DAX, bon, eh ben, on va projeter des mouvements précédents. Là, ici, pour l'instant, on ne peut pas encore faire la projection de cette vague-là, de toute cette vague-là, ici, parce qu'on ne sait pas encore si on va avoir une correction, jusqu'où elle va descendre, et on ne peut pas connaître le point de départ du mouvement suivant pour l'instant. En revanche, on peut essayer d'établir, alors là, en fonction de quoi? En fonction de la proportion qu'on peut avoir précédemment. Donc, ce qu'on peut essayer de projeter, c'est ce mouvement-là, qu'on va reporter ici, au point bas, et pour voir les objectifs, ça peut nous donner. Et si par la suite, on arriverait encore sur des niveaux plus hauts, on pourra, à partir de ce moment-là, envisager tout ce mouvement-là, voilà, qu'on va effectivement reproduire ici. Alors parfois, notamment quand on est sur des graphiques logarithmiques, ça peut sembler, faire attention, parce que sur un graphique logarithmique, on ne va pas avoir visuellement la même impression. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est que reporter 100% d'un mouvement, pour nous, c'est censé visuellement avoir voilà, voilà, la même taille de flèche, par exemple. Mais là, comme on est sur du logarithmique, parfois, je sais pas, là, je vais vous mettre un exemple. Qu'est-ce qui se passe si je reporte 100% de ce mouvement-là? Ben, 100% de ce mouvement-là, vous voyez, ça s'arrête ici. Bon, c'est pour ça que j'avais mis mon objectif là, d'ailleurs. OK, là, 138,2. Donc, j'ai pas mis mes objectifs au hasard. Mais qu'est-ce qu'on a? On n'a pas l'impression que ce mouvement-là, ici, si je le reporte là, on n'a pas l'impression que 100%, ça va s'arrêter ici. D'accord? Voilà. Même si je remets ma flèche, on a l'impression que 100%, ça va s'arrêter là. Parce qu'on est sur une échelle logarithmique et que donc les proportions ne sont pas les mêmes. L'avantage sur cet outil et tous les outils que vous utiliserez si vous êtes sur des logiciels, c'est qu'ils vont eux tenir compte du fait, évidemment, qu'on est sur une échelle logarithmique et pas sur une échelle linéaire. Voilà pour ça. Alors, ensuite, ici, on a un exemple qui est quand même assez frappant, mais bon, encore une fois, c'est quelque chose de très, pas aléatoire, mais voilà, mais qui est quand même assez remarquable en soi. C'est quoi? Là, on est sur le Dow Jones, mais on est dans les années, ici, vous voyez, on est dans les années 30, hein, 30 jusqu'aux années 70. Donc, le Dow Jones étant l'indice le plus vieux. Mais nous, on s'en fiche de ça. On s'en fiche de savoir en quelle année on est. On s'en fiche de savoir si on est sur le Dow Jones, l'Eurodoll ou je sais pas, le taux à 10 ans. Ce qui compte pour nous, c'est d'avoir un graphique. Donc, en base hebdomadaire, donc sur du très long terme, la vague 1, donc qui a eu lieu sur 5 ans, hein, de 1932 à 1937 ici, a augmenté de 371,6%. OK. Tandis que la vague 3 de 1942, donc ici, 1942 à ici, 1966, tandis que la vague 3, elle, a gagné 971,7%. Donc, ce qui signifie qu'on a des ratios de FIBO qui sont
respecter ici. Donc, c'est 2,618 fois plus à 1 millième près. Bon, donc c'est quand même assez énorme. Encore une fois, je ne vais pas vous dire que c'est magique ou que c'est parce qu'on avait calculé les ratios. Non, mais on va voir que dans les proportions, on va souvent avoir des proportions qui vont correspondre à des ratios de Fibonacci, comme on le voit ici. Alors, les extensions sur des vagues impulsives, on l'a vu tout à l'heure. Si on observe les vagues relativement les unes par rapport aux autres, alors, si on observe les vagues relativement les unes, ouais, les unes aux autres, on observe qu'à moins que la vague 1 soit en extension, la vague 4 divise la hauteur totale d'une impulsion selon le nombre d'or. Ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un schéma comme ça, qui va être un schéma où on n'est pas censé avoir d'extension particulière, si on prend la hauteur qu'on va avoir du début ici de la 1 à la fin de la 4 ici, sur l'amplitude globale du mouvement, on va avoir 61,8% ici, et donc le reste, 38,2% ici. Si en revanche, on est dans une vague 5 en extension comme ici, l'ensemble de la vague du début de la 1 à la fin de la 4 va représenter 38,2% du mouvement total, et la vague 5, elle, va représenter 61,8%, etc. On pourra également avoir parfois du 50-50 si on est dans une extension de vague 5 moindre que, ou alors dans une extension de vague 1, ça va dépendre où est-ce qu'on va mettre le 50. Bon, ça, pour le coup, c'est pas très important de le savoir. Je vais vous montrer à la fin de tout ce qu'on va voir en Fibo les choses qu'il faut vraiment retenir, que je vous mettrai d'ailleurs dans les bullet points. Euh, ici, alors ici, en revanche, c'est un peu plus, on va dire ça, par contre, on va s'en servir plus souvent. Lorsqu'on va dessiner un zigzag, d'accord? On va avoir notre vague A, notre vague B, et puis, une fois que notre vague B va se terminer, on va démarrer notre vague C. Notre vague C, pour envisager des objectifs de vague C, on va prendre les trois possibilités suivantes. Je vous l'ai dit, le swing move, c'est souvent l'objectif, l'extension la plus fréquente, la plus efficace, tout ce que vous voulez. Donc le swing move, c'est 100%. Après, on va d'abord envisager les 61,8% de la A pour avoir un premier objectif. Si cet objectif est enfoncé, ce qui va certainement être le cas, pas toujours, hein, on va ensuite avoir rendez-vous à 100%. Et après, si notre vague C est en extension, ben, on va regarder 161,8% de la vague A. Pareil ici, quand on est dans un double zigzag, ça va être les proportions du premier zigzag par rapport au deuxième zigzag. Donc là, on a un premier zigzag ABC, notre rebond, et notre deuxième zigzag ABC ici, donc WXY. Bon, bah là, c'est exactement les mêmes proportions. Alors, ensuite, ici, alors ça, c'est intéressant de le voir, intéressant de voir comment Elliot s'est entre guillemets pris la tête pour établir des choses comme ça. Nous, ça, moi, je m'en sers quasiment jamais, hein. Sauf si vraiment je veux essayer de me dire, tiens, et si j'avais quand même, hein, mais en gros, qu'est-ce qui est dit ici? On est dans un flat, en expansion. Ok. Alors, dans les flats réguliers, comme on l'a vu, comme c'est un carré, bah, les vagues A, B, C sont censées être proportionnelles. Pardon. D'accord? Donc, relativement de longueur égale, chacune l'une par rapport à l'autre. En revanche, dans un flat en expansion, on a une B qui revient au-dessus et une C qui revient en dessous. Donc, Elliott nous dit que si on prend l'étalon, c'est la vague A. D'accord? Donc, l'étalon, c'est-à-dire 100%, on va prendre ça sur la vague A. La vague B peut représenter 123,6 ou entre 123,6 et 138,2% de la vague, du mouvement global ici de la vague A. Par la suite, la vague C, donc l'intégralité de la vague C va représenter 161,8% ici de la vague A. Ce qui fait que quand on coupe ici, on va avoir 61,8% ici et 100% ici. Bon, ça, pour le coup, c'est absolument pas important, même je ne sais pas si c'est très utile de le savoir. Mais ça pourra, quand on va par exemple dire, bon bah tiens, là, si on arrive à identifier un flat en expansion, bah peut-être qu'on va se dire, je vais prendre 123, entre 123,6 et 138,2 pour obtenir ma vague B. Le problème, c'est que c'est difficile d'anticiper un flat en expansion quand on est uniquement, quand on a juste la A et le début de la B qui sont en train de se dessiner. Parce qu'on ne sait pas, hein, ici, si c'est une A et après une A dans un flat. Ok, si vous vous souvenez, si on démarre ici un A, c'est-à-dire qu'on vient d'un mouvement haussier important ici. Ok.
Voilà, tac, on a un mouvement haussier ici, on démarre une A. Bon, nous, quand on arrive ici, au niveau de la A, on ne sait pas si on n'avait pas tout simplement une ABC qui est déjà terminée. Et là, on repart vers le haut. Quand est-ce qu'on saura qu'on est dans ce cas de figure? Bah, à partir du moment où ici, au niveau de la B, on va commencer à retracer, on va enfoncer ici ce niveau-là, on va enfoncer tous les ratios de retracement. Et donc là, on va se dire, ah ben non, j'ai plus de chances d'être dans un flat ici. Ensuite, dans les triangles, alors là, pareil, hein, ça, pour le coup, moi, je l'utilise jamais. Et puis, de toute façon, sans avoir à l'utiliser, on va le voir, on va la voir, cette proportion, visuellement. Donc, Elliott nous a dit que la vague C dans un triangle était 0,60, donc 61,8% de la vague A, et où la vague E va être 61,8% de la vague C, etc., et la vague D, 61,8% de la vague B. On sait que dans un triangle fermé, les vagues successives vont être plus courtes les unes que les autres. Donc c'est pour ça que la C ici, on dit qu'elle peut faire 61,8% de la A, et la E elle-même va faire 61,8% de la C. Tout comme la D peut faire 61,8% de la B. Bon. Ça, honnêtement, moi, je ne l'utilise pas, alors très rarement quand sur un point précis. Et là, encore une fois, c'est encore plus complexe. C'est la proportion à l'intérieur d'une double, d'une double consolidation, la proportion d'une consolidation par rapport à l'autre. Autrement dit, ici, j'ai un flat et un triangle. Si l'envergure de mon flat est mon étalon, ça prend l'exemple de 100%, la fin de mon triangle peut avoir lieu à 61,8% de correction. Donc, du sommet ici du début de ma correction. Bon, ça, encore une fois, moi, je l'utilise quasiment jamais. Donc, on va remarquer que pour les vagues correctives, la vague 4 s'étend sur un range qui est égal à la vague 2 correspondante ou dans une proportion de Fibonacci. Ça veut dire que quand on va retracer, on va être soit dans un range quand on est dans une flat, soit on va être dans une proportion de Fibonacci. Alors, les ratios de Fibonacci, je vais vous envoyer parce que normalement, quand on aborde Elliott, on est censé connaître les figures de continuation, les figures de retournement, un minimum de chartisme et les ratios de Fibot. Donc, les ratios de Fibo en tant que tels, je vais vous les envoyer dans la présentation plus détaillée sur Fibo, comme ça vous allez les avoir. Mais on va quand même regarder rapidement ici les ratios principaux parce que c'est ce qu'on va utiliser le plus souvent ici. Donc, les ratios de Fibo sont là. Dans les retracements, les ratios principaux sont les suivants 23,6, ça c'est en pourcent, 38,2, 50, 61,8, 76,4. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il y en a qui sont soulignés en gras, d'autres qui sont entre parenthèses ou bon. Ici, un retracement, c'est quoi? On a fait un mouvement dans un sens. Donc là, on est plutôt dans une tendance baissière. Donc on a un premier mouvement baissier en noir ici. Et puis, on va corriger ce mouvement. Si évidemment on a atteint un point bas là, on ne va pas corriger le mouvement. On va démarrer un nouveau mouvement. Et donc, pour le coup, on va faire du 1, 2, etc., etc. En revanche, si on est toujours dans la tendance baissière, on va faire un rebond qui va retracer la vague précédente. Alors, là où il faut faire attention, et c'est écrit ici, le ratio de 23,6 n'est pas un ratio d'objectif de fin de rebond, par exemple, ici. C'est ce qu'Eliott a déterminé comme la validation de fin de mouvement précédent. Je vais vous montrer ce que ça veut dire. À partir du moment où on a validé la fin du mouvement précédent, on va avoir rendez-vous d'abord sur les 38,2%, puis sur les 50, puis sur les 61,8. Si on dépasse les 61,8, euh, il y a ce qu'on appelle un dernier ratio qui est le 76,4, qui est, voilà, c'est dans les cas particuliers où on va dépasser 61,8 tout en restant dans un retracement. Attention, parce qu'après, si on arrive au-dessus des 76,4, bah là, ça veut dire qu'on s'est complètement planté et qu'on n'est plus dans une correction, mais dans le démarrage d'un mouvement dans l'autre sens. Bon, comme vous le voyez, 50 fois 2, ça fait 100, 38,2 plus 61,8, ça fait 100, 23,6 plus 76,4, ça fait 100. Qu'est-ce que ça veut dire ici, la validation? Pourquoi les 23,6 sont la validation? Eh bien, on va regarder ensemble un graphique et on va essayer de comprendre. Voilà. Par exemple, ici, d'accord?
Je démarre de là. On va dire ensemble que je démarre du point bas ici sur le DAX et je commence à essayer de dessiner mes vagues. Bon. Tac, tac, tac. À partir de quand, par exemple, je vais estimer que cette première vague que je vous ai tracée ici est terminée? Eh bien, à partir du moment où j'ai enfoncé 23,6% du mouvement de la vague précédente, j'estime que cette vague est terminée. Et que du coup, là, je vais pouvoir avoir des objectifs de retracement. Pourquoi je vous dis ça? Parce que par exemple, ici, d'accord, si je pars d'ici et que je monte là, là, j'ai une petite correction. Là, j'ai une petite correction, etc. À partir de quand je vais savoir que mon mouvement de hausse là, de degré supérieur va être terminé? Bah, là, ici, non. Là, ici, non. Là, ici, non. Par rapport au mouvement global. À partir du moment où je vais commencer à retracer plus de 23,6 de la vague précédente, là, je vais te dire, ah bah voilà, ce mouvement global qui a démarré ici, il est terminé. D'accord? En revanche, à l'intérieur, si je zoome, le principe des poupées russes, bah, quand je monte de là à là, bah, ma première vague se termine là parce que là, j'ai retracé 23,6. Pareil, là, je monte, même si j'ai une toute petite correction intermédiaire, à partir du moment où peut-être ici, etc., etc. Donc, c'est ce qu'Eliott a appelé la validation. Donc, validation, c'est on va enfoncer 23,6 quand on est vers le haut, dépasser 23,6 quand on est vers le bas, pour envisager la fin de la vague à l'intérieur de laquelle on se trouve. Voilà. Ensuite, on va avoir les. Non, je ne sais pas si on a bonne. Si. Ensuite, on va avoir les projections. D'accord? Donc, les projections, les, les, euh, les ratios de projection, eux, vont être les suivants 161,8, 100, 138,2, 161, 200, etc., etc. Alors, attention, hein. Là, on a mis 200 entre parenthèses. Après, on peut être sur du 261,8, du 400, etc. C'est arrivé. Moi, ça m'est arrivé. Je peux vous montrer des extensions de vagues sur le S&P, par exemple, où vous avez des vagues suivantes qui font 400% de la vague précédente, hein. Donc, il ne faut pas penser que ça n'arrive jamais, mais ça va dépendre des sous-jacents qu'on analyse et de la proportion aussi en termes de temps qu'on regarde sur des grands mouvements. On peut effectivement avoir des vagues qui se succèdent et qui font 400% de la vague précédente. Bon. Nous, ici, ce qui va nous intéresser, les premières projections qu'on va regarder, c'est d'abord la projection à 61,8%, puis la projection à 100%. Ça, c'est vraiment les deux principales qu'on va regarder. Si jamais on arrive à dépasser les 100%, après, on va regarder les paliers suivants à chaque fois. Donc 138,2, 161,8, 200, etc., etc. D'accord? Alors ça peut paraître un peu comme ça incongru, mais ça marche plutôt bien quand on veut essayer d'obtenir des calculs d'objectifs de vague suivante. Si là, je suis sur du 1,2, là, je vais avoir des moyens de calculer ma 3. Si je suis ici sur du 1, 2, 3, ici que je commence ma 4, bah, après, ça va me donner des moyens d'obtenir des objectifs pour ma 5. Bon. Et qu'est-ce qu'on fait ici? Bah, d'abord, une fois qu'on a terminé ce mouvement, ici, comme on corrige, on va regarder les ratios de retracement, 31,8, 50. Bon, là, a priori, on a dû retracer 50%. Et une fois que cette correction nous semble terminée, qu'on repart dans l'autre sens, bah là, on va faire des projections. Et à chaque fois, ça va être la même chose. Quand on va regarder aller dans un mouvement, donc quand on va aller dans un mouvement contraire au mouvement dans lequel on se trouvait, on va prendre les ratios pour voir si on est sur du retracement ou si on enfonce tous les ratios. Et là, on est dans un inversement de tendance. Voilà. Hop. Maintenant, on peut repartir ici, terminer. Il est 20 heures, c'est bien. Bref, ouais. On va terminer la présentation théorique et puis on va voir si je peux corriger vos cas pratiques pour ceux qui les ont fait. Là, on va pouvoir aller vite, hein, sur la fin. Alors, euh, le principe des vagues nous dit que le progrès de l'humanité, bon, ça, c'est vraiment on va dire des explications qui peuvent paraître irrationnelles, mais qui malgré tout, tendent à justifier la théorie qu'Eliott a mise en place. Le principe des vagues révèle que les périodes de régression sont en fait nécessaires au progrès social, par exemple, et même peut-être au progrès individuel. Autrement dit, bah, c'est le principe de faire. Parfois, on dit oui, tu fais deux pas en avant, un en arrière, ou trois pas en avant, deux en arrière. Bon, Elliott, lui, dans ce qu'il a envisagé, a dit bah, on fait cinq pas en avant, trois en arrière. C'est la façon dont lui a envisagé les proportions et la façon dont les mouvements vont se constituer sur des graphiques boursiers. Voilà, donc ça peut paraître effectivement
un petit peu, je veux dire, irrationnel, mais pour autant, ça fonctionne. Donc moi, finalement, après autant d'années d'expérience, je me dis, bah, qu'importe, je ne vais pas essayer de comprendre intellectuellement le pourquoi du comment, je vais juste me dire, je connais ma théorie, je sais comment l'appliquer et je sais qu'elle fonctionne. Voilà. Donc ici, parmi les systèmes complexes qui se développent suivant une croissance ponctuée, c'est-à-dire des périodes de croissance vont alterner avec des phases de surplace, comme on l'a vu dans les consolidations latérales, ou de déclin, par exemple dans des zigzags, qui vont ainsi construire en fait comme des fractales, pour ceux qui ont des souvenirs mathématiques, qui vont donc produire des configurations similaires de plus grande taille, d'où la notion de cycle. Voilà, c'est précisément le type de configuration identifié par Ralph Nelson Elliott il y a environ un siècle quand même, et donc un siècle plus tard, bah, a priori, ça fonctionne toujours. Donc chapeau bas à ce monsieur. Là, je vous propose que on... Alors, je vais regarder les graphiques qui m'ont été envoyés, mais alors ce qui me dérange un peu, c'est que ni André ni William n'ont pu être là, bon, pour des raisons. Et du coup, ce sont les deux points. Alors, je ne sais pas si Rachel, Alain, Jean-Christophe et Pierre ont fait quelque chose. Auquel cas, bah, si vous l'avez fait, bah, vous pouvez me l'envoyer. Comme ça, je vais le montrer aux autres et on va le corriger ensemble. Et on va regarder quand même, puisque c'est l'exercice, et comme ils vont avoir droit au replay, je vais quand même regarder les, euh, les exercices qui m'ont été envoyés par André et par William. Alors, je commence par André, puisque c'est le premier qui apparaît ici. Donc voilà ce que André nous a fait sur AXA. Donc, on va essayer de voir ensemble ce qu'il a fait et de voir ensemble ce qui nous semble pertinent ou pas. Alors, ah oui, donc Andri a pris AXA à partir de ce point bas-là. Bon, peut-être qu'il n'avait pas plus d'historique. Moi, j'avais dit d'essayer de voir si on pouvait le faire sur AXA de façon empirique depuis le début. Qu'est-ce qu'il nous a fait ici? Il nous a envisagé une vague 1, une vague 2 ici. Bon, ça me semble, je pense comme tout le monde, ça me semble quand même cohérent, puisque si je démarre mon mouvement aussi ici, bon, bah, c'est clair que la première correction importante, elle est bien là. Après, il nous a mis du 3, 4. Alors ça, il a fait une 5 en avortement et du ABC ici. Et après, il est reparti sur du 1, 2, 3, 4, etc. Bon, a priori, là, comme ça, à première vue, j'ai pas de grosses contre-indications. Mais ici, là, ce qu'on nous a fait, c'est un peu tiré par les cheveux. On va voir pourquoi. Il aurait peut-être été plus pertinent de mettre du 1, 2, 3 ici et de faire du grand A, B, C ici pour mettre un 4 là. J'en sais rien. On va voir quand on va corriger. Donc, ce qu'André m'a envoyé, c'est ça. Donc, André, quand il nous regardera peut-être euh, en replay, bah, il saura que voilà les remarques que j'ai faites. Donc, c'est pas complètement mauvais du tout. Ça pourrait même théoriquement se tenir, même si moi je vais aller regarder le graphe en dynamique pour voir peut-être qu'il y a des choses que j'ai pas vues en termes de sous-vagues, etc. Et autre chose qui me dérange un peu, c'est que il faut, quand on présente un graphique, il faut me présenter l'intégralité du graphique, sinon avant, bon là, parce que vous avez démarré ici, au moins par la suite, parce que là, on voit pas ce qui se passe après cette flèche. Or, ça, c'était juillet 2024, donc il manque quasiment un an d'historique ici. Voilà pour ce qu'a fait André. Je vais regarder ce qu'a fait William. Et oui, je pense qu'on peut partager un lien graphique. Alors, euh, je vais regarder ce que vous avez envoyé, mais si l'idéal, ça serait plutôt que... euh, alors, je ne sais pas où est-ce que vous l'avez envoyé, en revanche, parce que c'est pas sur mon numéro à moi. Euh, alors, je vais d'abord regarder ce qu'a fait William. Ah, Hugo aussi m'a envoyé quelque chose. Très bien. Ah, William, il m'a fait ça sur un PDF. Ok, alors William nous a fait quoi, lui? J'arrive pas à voir où il est parti. Ah oui, il est parti ici, c'est là où André était parti. Bon, alors William, ce qui me dérange dans votre exercice, c'est principalement c'est la chose suivante. C'est que je ne sais pas pourquoi vous avez voulu démarrer d'ici. Or, un décompte, on doit le démarrer du point bas, le plus bas. Donc le point le plus bas, il est ici. Puisque si on a du 1 de là, la vague 2 n'a pas retracé 100% de la une. Donc déjà, ça fausse tout le reste, puisque ça décale tout le reste. Imaginons qu'on soit parti d'un point bas ici pour corriger juste en fonction de ça. Donc j'ai du 1, 2 ici. Alors non,
le 2 il aurait fallu le mettre ici pour qu'on ait bien une 3 en 5 temps. Euh, Ensuite, 3 ici, d'accord. 4 ici en regardant l'overlap, mais à vue d'œil, l'overlap est respecté, donc ça c'est très bien. Et une 5 ici, qui va être plus courte que la 3, puisque la 3 est plus courte que la 1. Donc a priori, si on partait de là, c'est pas mal. Par la suite, ici, il y a une belle ABC, que vous voyez très bien en zigzag, hein, on le voit très bien, vous voyez, ABC, avec une C qui est proportionnelle à la A, donc qui reflète à peu près 100% la A. Donc, pour le reste, c'est pas mal. On va dire qu'il n'y a pas de grosses incohérences. Le problème, et c'est un problème majeur, pourquoi c'est un problème majeur? Parce que là, en termes d'exercice juste, je peux, moi, me dire, bon, je vais oublier qu'il y avait un point bas avant, et je vais me dire comme si William était parti d'un point bas ici. Très bien. Le souci, c'est que si je veux, à travers des comptes que je vais voir, envisager la prospective, puisque c'est l'objectif, hein, de regarder le décompte précédent pour essayer de voir où est-ce qu'on en est aujourd'hui et où est-ce qu'on peut aller, bah là, ça va tout me décaler et du coup, ça va fausser mon analyse. Très bien. Maintenant, je vais regarder ce que Hugo a fait et je vais voir si avec le lien de Pierre, bah, je vais regarder le lien de Pierre, voir si ça me permet d'avoir un... Ah oui, très bien, bah, Pierre nous a fait quelque chose ici aussi. Hop. Ok, est-ce que je peux juste grossir ce graphe-là? Ah, ok, donc AXA, Weekly, etc., etc. Ah oui, donc là, Pierre, vous êtes allé approfondi. Donc là, je pense que ici, c'est le point bas qu'Andry avait observé. Bon, je vais voir ce que vous avez mis avant, Pierre. Donc là, vous avez dit une ABC, ok, on va voir si c'est bon ou si pas bon. Et là, vous avez démarré. Vous avez fait du 1-2, un peu comme Andry d'ailleurs. 3, 4, 5 ici. Donc si on fait du 1, 2, 3, 4, 5 ici, c'est-à-dire qu'ici, il faut qu'on ait je sais pas, un grand 1 par exemple. Bon. Ensuite, ABC ici. Et là, vous avez redémarré un autre décompte, un autre cycle. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, ça, je vais voir en corrigeant. Alors, il y a du bon, il y a du moins bon. Moi, ce qui me dérange un peu ici quand même, c'est que si je pars de là et que je vais jusqu'à votre 5, dans ma notion de proportion, c'est limite, hein. C'est pas complètement faux, mais j'ai l'impression quand même que ma vague 2 ici est un peu plus grande en proportion que ma vague 4 ici. Mais on verra quand on va faire la correction. Alors ici, vous m'avez mis quoi? En daily. Donc en daily, c'est sur la fin. Alors je vais voir sur ce que vous avez fait. Bon, là, c'est pas, pour moi, c'est pas impossible d'avoir une ABC comme ça avec une C qui ne redescend pas au niveau de la. Mais pour ça, il faut que ça soit justifié dans la suite des événements. Après, vous avez mis un 2 3 4 5. OK, ABC. Alors, c'est pareil, les deux ABC, chez vous, elles sont à peu près identiques. Et après, j'ai du un 2 3 4. Alors, attention, parce que là, la 4 par contre, elle enfonce le niveau de la une ici. Donc, ça, pour le coup, c'est pas bon. Ok. Bon, là, il y a un canal qui a été tracé. Pourquoi pas, pas mal, sorti du canal. D'accord. Là, par contre, ces ABC-là, là, les deux là, on verra pourquoi elles sont pas suffisamment cohérentes. Euh, alors, ici, c'est du 4 heures. Donc, vous êtes encore plus zoomé. Ah oui, alors là, ça m'intéresse par contre. Parce que là, vous avez mis ABC ici. Ouais, je pense qu'on est sur le début du mouvement qu'on avait là, hein, de mémoire. Si je ne me trompe pas. Ah non. Non, là, vous avez démarré de plus loin ici. Ah, c'est dommage, je vois pas bien les dates. Ah si, là, je suis avril 2025. Ah oui, non, non, alors là, je dis n'importe quoi. Là, c'est du 4 heures, donc c'est beaucoup plus resserré. Euh, alors, ce qui me gêne, c'est que... Ah si, j'arrive à le faire en plus dynamique. OK. Ouais, on doit Alors pouvoir zoomer. là, en Ouais. revanche, ce que je comprends pas, c'est comment, en partant de là, vous mettez une ABC dans le sens de l'impulsion. Les ABC, normalement, elles sont correctives. Donc, c'est-à-dire que la ABC, la C doit terminer plus bas et pas plus haut. Sinon, on n'est pas dans du ABC là. On va voir dans quoi on peut être. Parce que je vois exactement où vous êtes. Mais là, ça peut pas être du ABC. Vous ne pouvez pas mettre une 1 en haut d'une ABC. Par définition, une impulsion n'est pas en trois temps. ABC, c'est trois temps. Mm. OK. Après 3, 4, 5 ici, bah, ça aurait été cohérent si là, le début avait été bon. Et après, ABC ici, bah, pareil, ça peut être valable. Et donc là, on en serait aujourd'hui. Donc, on va voir, on en est aujourd'hui, justement, ça va être très intéressant. Et là, c'est sur du 1 heure, donc c'est encore plus zoomé, j'imagine. Euh, et là, vous avez mis du 3, 4, 5 ici, A, B, C. Alors là, non, par contre. Là, on ne peut pas avoir une A comme ça, une B comme ça, une C comme ça. À la limite, si vous voulez me faire une grande ABC, il fallait faire terminer la C ici. Mais on va voir après plus en détail pourquoi, comment, en corrigeant.
Bon, en tout cas, je vous remercie parce que vous avez vraiment fait l'effort de faire plusieurs unités de temps, etc. Et ensuite, j'ai Hugo. Alors, pourquoi j'en ai deux, Hugo? Je sais pas. Bon. Ah non, bah ça, c'est pas ça. Donc, c'est ça l'exercice d'Hugo, peut-être. Ok, alors Hugo il est parti de là. Il m'a fait du 1, 2, 3, 4, 5. Alors, c'est minimaliste, hein. C'est minimaliste, mais a priori, ça doit être cohérent et on verra pourquoi. Bon. Maintenant, où est-ce qu'on en est par rapport à la 5? Je ne sais pas. Est-ce que Hugo estime que la 5 est terminée? Hugo, je ne sais pas si tu es là. Euh, alors, le 1-2, moi, il me va. Le 3-4, il me va aussi. On va voir pourquoi. Donc, ça, ce décompte, pour moi, il me va. Maintenant, c'est là où je dis c'est minimaliste. Bon, la 3, on voit qu'elle est plus grande que la 1. Et donc, la 5, après, elle peut avoir n'importe quelle taille. On s'en fiche. Bon, très bien. On va regarder AXA, parce qu'il reste une demi-heure, et quand même, c'est assez dense, AXA. C'est pour ça aussi que c'est très intéressant. Et en regardant AXA, alors, attendez, je vais enregistrer là, parce qu'après, je vais avoir besoin d'effacer ce que j'ai fait. Voilà. Donc, évidemment, on va pas se mentir, si je vous ai demandé de faire AXA, c'est parce que sur AXA, j'ai un cas d'école qui va, moi, m'intéresser énormément. Bon, mais c'est pas pour ça que ça va être inintéressant. Et on verra il y a plusieurs cas d'école, hein, il n'y a pas que celui sur AXA. Alors, on va effacer tout et on va partir d'un graphique vierge. Voilà. Là, on est sur un graphique daily. Et voilà comment moi je procède. D'accord? La plupart d'entre vous se sont arrêtés au mouvement qui démarrait par ici. Voilà. En gros, il y en a qui ont démarré par là, il y en a qui ont démarré par là, etc. Bon. Personne n'a, soit par faute d'historique, soit parce qu'il a préféré démarrer son exercice ailleurs, personne n'a regardé ce que j'appelle la big picture. Donc, la big picture, pour moi, c'est de partir, de démarrer à partir d'ici, en fait. Voilà, de ce que j'ai dès ici et d'essayer de voir, voilà, après où j'en suis. Et on va voir sur AXA notamment que ce qui est très intéressant, c'est que on le verra aussi sur d'autres exemples, c'est que parfois, même regarder la big picture, c'est-à-dire essayer de voir où est-ce qu'on en est dans le gros tableau, donc dans le cycle le plus important, de façon empirique, c'est-à-dire que là, on est autour des années 90. Parfois, je dis bien parfois, hein, évidemment, ça peut nous aider à avoir des indications sur là où on en est aujourd'hui et sur ce qu'on pourrait envisager aujourd'hui. Très bien. Maintenant, moi, et vous allez me dire si vous êtes d'accord ou non, je vais partir d'ici, donc de ce point-là, et je vais essayer d'envisager mes mouvements, mes vagues à partir de là. Je vais d'abord regarder le cycle supérieur, hein, d'accord, le grand cycle dans lequel je me trouve, le plus grand cycle dans lequel je me trouve. Alors, je vais demander à, est-ce que Jean-Christophe m'entend? Est-ce que Jean-Christophe a son micro qui fonctionne? Euh, alors, donc je vais partir de mon point bas ici. Donc Jean-Christophe, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez parler? Non. Est-ce que Hugo est là? Hugo, je ne t'entends pas, donc je ne sais pas si tu es là. Enfin, t'es dans la salle, mais je ne sais pas si tu es là. Bah, sinon, je vais demander à Pierre. Tiens. Alors, Pierre, si je démarre d'ici, est-ce que vous pouvez me dire où est-ce que je vais, dans le gros cycle hein, que je veux regarder, où est-ce que je vais arrêter mon mouvement de hausse en démarrant d'ici, hein, du point bas que j'ai là, du bottom que j'ai là. D'accord? Est-ce que le premier mouvement de hausse dans mon plus gros cycle, je vais l'arrêter en un, en 2 ou en 3? On pourrait l'arrêter en deux. Oui, on pourrait, on va pas pouvoir, on va l'arrêter en 2 puisque c'est en 2 qu'il faut l'arrêter. Donc, ça veut dire que mon premier gros mouvement, je le mets là. Après, je vais voir hein, ce que j'ai à l'intérieur, etc. Parce que c'est ça qui est très intéressant. Ok, très bien. Maintenant, est-ce que Rachel, vous pouvez me dire, à partir du moment où je démarre ici, dans ma grande, euh, dans mon grand cycle, alors là, il va y avoir un piège, mais on va le regarder ensemble. Est-ce Que que ça dans tombe le sur moi. Eh oui, bah oui, parce que c'est vous qui avez le plus sorti. Est-ce que dans mon grand cycle, mais j'ai dit qu'il y avait un piège déjà, hein, est-ce que le prochain mouvement, est-ce que je vais l'arrêter ici en un, ici en 2 ou ici en 3? En deux. Ah, ben voilà, très bien. Pourquoi en 2? Alors, c'est très bien, il y avait un piège. Le piège, c'était de se dire qu'on allait s'arrêter là, parce que quand même, en proportion, on a un grand mouvement ici. Mais pourquoi en 2 ici? Pourquoi est-ce que je vais m'arrêter là et pas là? Je mets
ma phase corrective ABC. Bah voilà, bah très bien. Bah, ça y est, vous êtes déjà une autiste. Donc là, effectivement, je dois avoir trois temps de correction ici pour arrêter mon. Alors attention, là, je suis sur la big picture, hein. Évidemment qu'à l'intérieur de tout ça, je vais avoir euh, d'autres éléments à prendre en compte, comme on verra quand je vais zoomer dans un cycle inférieur. Mais dans mes grands mouvements, en fait, j'ai un premier mouvement ici, un deuxième mouvement qui s'arrête là. Donc on va les mettre comme ça pour que ce soit plus clair. Donc mon premier mouvement, il est là. Mon deuxième mouvement correctif, il est là. On voit que ça dessine plus ou moins un flat dans un carré. Ok, très bien. Et à partir de là, ici, d'accord, quand je démarre cette hausse-là, toujours dans ma big picture, est-ce que Alain, bah, je suis désolé, Alain, ça tombe sur vous, donc ça tombe pas que sur Ah ouais. Rachel. Est-ce qu'Alain peut me dire, si donc dans ma big picture, toujours, si je démarre d'ici, ok, où est-ce que je vais arrêter mon mouvement suivant, ma hausse suivante? Est-ce que je vais l'arrêter? Alors là aussi, il peut y avoir un piège, Alain, attention. Est-ce que je vais l'arrêter là en un, en 2, en 3? Bah, j'aurais plutôt tendance à en dire en trois. Oui, eh ben voilà, vous avez raison, parce que sur la big picture, on est toujours en proportion dans ce mouvement qui a démarré là. Donc j'ai Mhm. mis en 3 ici, c'est entre parenthèses, parce que le 3, on va voir après, si on pense que notre grand mouvement de hausse qui a donc démarré sur ce point vert là, est-ce qu'il peut être fini ici? Oui, non. Est-ce qu'il n'est pas fini? Pourquoi? Mais il peut peut-être être fini là, il va peut-être se finir là, 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 et justement, avec tout ce qu'on a vu aujourd'hui, enfin aujourd'hui depuis le début de la formation, on va essayer de voir ce qu'on peut savoir par rapport à là. Et c'est là que ça va être intéressant de se dire, bah, en regardant ce que j'ai depuis le début, je vais pouvoir envisager éventuellement, je dis bien éventuellement, et vous allez me dire par la suite comment on va faire pour essayer d'envisager où est-ce qu'on en est là. Très bien. Bon, ça, on a vu sur la big picture. Maintenant, on va d'abord s'intéresser. Alors, tac, bon là, enfin, c'est pas un piège, c'est assez facile. Bon, tout le monde va pouvoir me le dire. Là, si je veux démarrer mon décompte, est-ce que je dois le démarrer ici en un ou ici en 2? Ça, c'est pas compliqué. Donc là, Plutôt deux. Pardon? Oui? Oui, Plutôt deux, non? oui, oui, plutôt 2. Pourquoi? Parce que si je le démarre là, qu'est-ce qui va pas aller? Ouais, c'est qu'il y aura deux. Si je démarre mon décompte ici, ça veut dire que je vais avoir quoi? Je vais avoir du 1, 2 qui va démarrer là comme ça. Un, Ouais, 2. c'est pas possible. Donc, non, parce que là, la 2, elle a fait quoi? Ouais, ouais, elle fait rien. Elle est Euh, ret- Elle elle a a retracé. retracé. Voilà, elle a l'euro. retracé 100% de la une. Bon, donc, Ouais. je vais démarrer mon décompte ici. Là, en l'occurrence, c'est pratique entre guillemets parce que forcément, quand on va regarder des graphiques et qu'on va resserrer, sur ce qu'on appelle, moi, la big picture, bah, un graphique va avoir une origine. Un graphique, bah, AXA, introduit en 1990 par là en bourse, bon, bah, forcément, je ne vais pas avoir d'historique précédent. OK? Donc, Mhm. à partir de là, ça veut dire que nous, on peut pas savoir où on est ici. On peut pas savoir si avant, on aurait eu une grosse vague de baisse, auquel cas, je démarre ici un grand 1, ou si avant, on avait encore une hausse, auquel cas, je suis peut-être sur du 2 ici, et je démarre une 3. Qu'importe. Tout ce qu'on sait, c'est que de là à là, on a un mouvement. Ce mouvement-là, peut-être qu'ici, on est sur un vrai point bas et que correspond à une grande 1. Peut-être qu'on venait ici de plus bas et que là, était déjà sur du 2 ici et là, on est sur du 3. Nous, on s'en fiche. On va juste faire attention à l'enchaînement des mouvements les uns par rapport aux autres. Très bien. Maintenant, on va continuer l'exercice. Je ne sais pas si on aura le temps de tout finir parce qu'il y a beaucoup de choses à voir sur ça. Mais il nous reste 20 minutes à peu près. Bon, un peu plus, une demi-heure, parce qu'on a démarré plus tard. Voilà, maintenant, on va regardez ici. Donc de là, du point vert au point rouge, d'accord? Puisque c'était, je crois que c'était Pierre qui nous avait dit que la première hausse se terminait là. Est-ce que quelqu'un a envie de me dire, avant que je vous force à parler les uns après les autres, est-ce que quelqu'un peut essayer d'envisager, en regardant un petit peu le graphique, un décompte? Donc combien il va nous falloir de vagues en allant de là à là, si on veut être propre dans nos décomptes? 5. 5. Voilà, tout à fait. Donc, est-ce que quelqu'un, déjà, pourrait avoir envie de voir 5 vagues à l'intérieur de... Donc, pour aller de là à là, est-ce que quelqu'un pourrait envisager 5 vagues? Bon, déjà, si je démarre de là, Première, OK? première, Ma ouais. vague 1, je vais la mettre où? C'est quand même assez facile. Bon, est-ce que je vais la mettre là Ça, en un, en 2 ou en 3 là? ah ouais. En un. Un. Bon, OK, ça c'est En un. facile. Tout le monde est d'accord. Voilà, ma vague 1, je la mets là. Très bien. OK. Ensuite, ma vague 2, du coup, je vais la mettre où? Est-ce que je vais la mettre là en un?
en 2 ou en 3 là? En deux. Ok, en 2, tout le monde est d'accord. Bon, le 1-2, il est facile là, d'accord? Mhm. Après, peut-être que certains vont avoir un peu plus de mal à savoir où est-ce qu'ils vont mettre la 3. Ok? Pourquoi? Parce que, bon, bah, ici, le mouvement est peut-être un peu moins clair. Alors, à la 3, est-ce qu'on peut l'arrêter? Bon, ici, ok, un, 2, 3 ou 4 ici, par exemple. Où est-ce qu'on va avoir envie d'arrêter la 3? Attention, là, c'est un peu plus 3 tendancieux. Poser le sommet. ou 3, ouais. Ici? Ok, Mhm. donc tout le monde est d'accord pour Ouais. arrêter sa 3 ici. Ok, alors ça me va. Alors, qu'est-ce qui va nous aider, par exemple, à savoir qu'on va plutôt arrêter la 3 là, plutôt, par exemple, que de l'arrêter ici? Il y a une chose dont on a parlé, quand je vous ai dit sur les notions de cycle, la petite Et la astuce, c'est de faire. proportion à 4. Voilà, la Mhm. proportion, exactement. Bon, bah Rachel, elle m'a menti, en fait, elle a fait déjà 10 formations en Elliott. Mais là, effectivement, quand je regarde la 2 ici, bon, bah là, ça me semble quand même un peu faible. Ok. En revanche, là, ici, bon, ça me semble un peu plus cohérent en termes de proportion. Donc, je suis d'accord, je vais arrêter ma 3 ici. Maintenant, en arrêtant ma 3 ici, alors bon, la 4, je pense que c'est assez facile. C'est la Donc, on ne va chose. pas se prendre la Ouais. tête. On va la mettre là, parce Mhm. qu'après, sinon, c'est trop. Maintenant, en revanche, il y a une chose que pour être cohérent dans mon décompte ici, il y a une chose, c'est bon, hein, donc ma 5, on a bien vu qu'elle allait arriver là, de toute façon, Mhm. le haut de mon mouvement. Il y a juste une chose qu'il va falloir envisager pour tracer la 5 correctement. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir, à quoi il va falloir faire attention? Alors, vous vous souvenez qu'on avait dit quoi? On avait dit que les vagues 1 et A peuvent être sur des biseaux d'initialisation. Donc là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas Ouais. puisqu'on a une ligne droite. En revanche, on a dit que les vagues 5 ou les vagues C pouvaient être en biseau d'essoufflement. Ici, il Ouais. faut tracer le biseau d'essoufflement qu'on voit, que je vais vous tracer une fois qu'il sera tracé, vous allez Mhm. voir plus facilement, parce que sinon, vous n'allez pas réussir à me trouver un décompte Ouais. propre en 1, 2, 3, 4, 5, ici, à l'intérieur de la 5. Donc, on va Le tracer le biseau, il biseau est là, ouais. qu'on voit assez clairement comme ça. Ok. Donc, biseau D'accord. qu'on voit une fois qu'il est tracé. Donc, ma vague 5, elle est bien à l'intérieur d'un biseau. Et essoufflement, donc quand on étudie les figures de retournement, les biseaux d'essoufflement sont des biseaux de retournement. Essoufflement, retournement, c'est pareil. Et donc, on voit bien, effectivement, qu'à la cassure du biseau, bah, les courbes se sont inversées. OK. Mhm. Rapidement, pour qu'on puisse avancer, parce qu'il est déjà presque 30, les trois règles éliotistes, je vais vous les faire. La 2 n'est pas revenue au niveau de la 1, très bien. La 3 n'est pas la plus courte, c'est même la plus longue. Et la 4, ici, voilà, n'a pas enfoncé, bien sûr, le niveau de la 1 qui est là. OK. Donc ça, on est bon. On a vu notre premier gros mouvement qui nous a permis d'aller de là à là. Maintenant, Rachel nous a bien dit qu'après, on allait avoir trois temps. Donc en fait, là, on va avoir une grande A, une grande B et une grande C ici. OK? Mhm. On va essayer maintenant à l'intérieur. Alors, cette ABC, elle est, euh, elle est comment d'après vous? Une, deux, trois, Là, quatre. ici, j'ai mon ABC. Est-ce qu'elle est Non. en zigzag, en triangle ou en flat? Hmm. Elle est plutôt en elle a l'air d'être plutôt en flat. Pourquoi? Bah, parce Ouais. que elle est plutôt latérale. Un zigzag aurait été un peu plus comme ça, plus profond. Ok. Mhm. Donc, on a plutôt tendance à voir un flat. Attention, bah là où ça va être important, c'est que si on voit un flat, la A qu'on va voir ici, la grande A, elle doit être en combien de temps? Attends. En trois temps. On est d'accord. Hmm. Ok. Ouais. Donc, on va essayer d'identifier cette A dans un premier temps. Alors, on va s'intéresser au mouvement. On n'aura pas le temps de finir, hein, là, c'est sûr, parce que c'est très dense. Mais c'est pas grave, je voudrais quand même qu'on s'intéresse à ça. Maintenant, on va donc envisager déjà notre grande A ici, qu'on voudrait idéalement voir en trois temps. D'accord? Mhm. Est-ce que quelqu'un arriverait, parce que c'est pas évident, à me dire où est-ce qu'il envisage la A? Alors déjà, par exemple, la fin de la A, là, pour le coup, ça va être plus difficile. Est-ce que je la vois en un ici, en 2 là, ou en 3 ici? Hmm. Alors, la Ouais. fin de la A, elle est là. On va voir après pourquoi et on va voir surtout comment envisager la suite. OK? Ouais.
Très bien. Maintenant, la fin de la A est là. Je vais essayer de regarder les proportions. Et ma A, comme elle est en trois temps, bah, elle va se sous-diviser ici, comme ça, en, ouais, en ABC. Enfin, je ne vais pas les mettre là. Voilà. Je vais avoir une A en trois temps, donc en un ABC Mhm. ou en un 2 3. Donc ma A, en fait, je vois bien qu'en la démarrant ici, bah, je vais faire comme ça. Alors mon A là. Et Mon B. c'est Alors mon B, je le mets où? Je le ouais, mets en un là ou en 2 ici? en deux. Deux, ouais. Ah, ouais, très bien, en 2 bravo, même s'il est revenu plus bas qu'ici. Et on verra Ouais. pourquoi. Et donc ma C, je vais la mettre là. Et là, Donc c'est ici. ma grande A, ici, elle va être là, en trois temps, qu'on a écrit ABC. Très bien. Rapidement, je Mhm. vous le montre, parce que pour essayer de gagner un peu de temps, même si on pourra revenir là-dessus plus calmement, ma A ici, elle doit être en combien de temps? Attention, hein, je suis dans la A de ma A, de ma grande Mhm. A. Trois. Donc les A, elles sont en combien de temps? Attention, là, je suis plus dans mon flat. Mhm. Là, le flat, il est là. Un, 2, 3. Mais là, je suis dans ma A de mon flat. Donc les A, c'est des vagues impulsives, donc elles sont en 5 temps ou en un trait. D'accord? Mhm. Là, Ouais. je vais vous la faire ici rapidement parce que on puisse avancer. Donc là, j'ai du un, 2, 3, 4, précisément 4 ici, 5 là. OK? Et j'ai bien ma 2 qui n'est pas revenue au niveau de ma un ici, ma 3 qui est plus grande que la 1, et j'ai bien mon overlap qui est assez bien respecté d'ailleurs, ici, au niveau de ma 4. Vous voyez, ça marche quand D'accord. même bien. OK? Donc là, j'ai un 2 3 4 5 je mets ma A. Ma B, je la mets là, et du coup, là, j'ai pas besoin de voir du un 2 3 4 5 même si je pourrais, puisque j'ai un trait, on va dire une impulsion en un trait. Ma vague B, ici, à l'intérieur de mon flat, d'accord? C'est quoi une Mhm. B? C'est une correction ou c'est une impulsion, une vague B? Mais c'est une Impulsion. impulsion. Correction. En correction. Alors, de toute façon, non, les vagues B, c'est des corrections. En fait, Impulsion. dans le un Ah 2 3 oui, 4 5 ABC, les vagues correctives, c'est des vagues 2 4 et B. OK? d'accord. À l'intérieur de. Donc la B, comme c'est une correction, elle a lieu en combien de temps? Bah, elle a lieu en combien de temps, la vague? Si c'est une vague corrective, elle a lieu en trois temps. Donc ma vague B, elle va Oui. elle-même se dessiner en petit a, petit b. Bon, là, j'ai pas mis le bon. Ok, vous comprenez. Ouais. Donc ma vague B, elle est bien en trois temps ici, A, B, C. Ok, donc là, pour Mhm. l'instant, je suis toujours bon. Donc déjà, j'ai vu que de là à là, j'avais bien 5 temps. De là à là, j'ai bien 3 temps pour le Mhm. faire la A de ma flat. A, B, C. Ok. Après la A de ma flat, il me faut la B de ma flat qui va revenir ici. Ok, donc ma grande B qui va être là. OK, pour après Ouais. envisager masser ici. OK. Alors, est-ce que je peux voir ici dans mon mouvement de là à là, est-ce que je pourrais réussir à sous-découper Mhm. ma baie en trois temps? Alors, je vais vous le faire parce que c'est plus complexe ici. Oui, mais si je veux le faire honnêtement, enfin honnêtement, je vais dire proprement, plutôt qu'honnêtement, en fait, ma B qui doit être en trois temps, elle va se faire comme ça. Je vais démarrer de là. Je vais avoir une A ici, attention, parce qu'une A, c'est en un temps, c'est impulsion, ou en cinq temps. J'ai une B ici, qui a bien lu en trois temps, A, B, C. Ok, et j'ai ma C ici, qui, elle, va être en extension, mais on va pouvoir décompter un 2 3 4 5 mouvements dans ma C. Donc j'ai bien du A, B, C pour faire ma grande B, et à l'intérieur de ma en ABC, c'est pour ça que je dis c'est très propre à que ça, j'ai bien du A en un temps, du B en trois temps, et du C en cinq temps. Ok, maintenant il faudra juste que je détermine ma C ici. Bon, je vais peut-être avoir le temps de finir le décompte sur la big picture. Donc ma C, elle va être ici. Donc ma Mhm. C, elle doit être soit en un trait, soit en 5. 5. OK. 35. Est-ce que là, je peux réussir à avoir de là à là 5 temps propres? Non, Est-ce que c'est évident? C'est pas évident. C'est pas évident, évident. Pourquoi? évident. Parce que si j'essaie d'avoir du un 2 3 4 5 ici, bon, il faut bien faire attention à ce que ma 3 soit plus grande que ma 1, puisque de toute façon, la 5 sera Mhm. plus grande. Je vais regarder en Fibo si c'est le cas. Sinon, on va avoir un autre moyen de. Donc, je vais voir si ici, tac, un 2 3 4 5 si je fais là, un 2 3 4 5 ici. Voilà, bon, si je reporte 100% de ma une, je suis censé arriver là. Or, ma 3 elle s'arrêterait là. Donc, elle serait quand même un peu plus petite que ma une. Bon. Donc, si je veux être très propre, je ne vais pas pouvoir voir 5 temps très clairs ici. En revanche, les vaccés, ça peut être aussi des biseaux comme les vagues 5.
puisque la fin de la vague C engendre un retournement. Donc là, je vais me dire, bah, peut-être que j'ai un biseau quelque part ici, et qu'avec mon biseau que j'ai ici, bah, finalement, je vais avoir la possibilité d'avoir une vague 3 qui n'est pas forcément la plus longue. Voilà. Mais ça reste quand même propre et cohérent. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse vraiment, enfin vraiment non, déjà tout ça, c'était intéressant, on va pas, je dis n'importe quoi, mais maintenant, ce que je vais vouloir regarder avec vous, parce que finalement, tout ça, on l'a vu, on a regardé le passé, hein, d'accord? Maintenant, nous, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir où on en est aujourd'hui. Autrement dit, comme on l'a vu avec Alain tout à l'heure, le mouvement que je démarre ici, puisque là, j'ai démarré un nouveau gros mouvement dans ma big picture, donc là, j'ai fait mon grand 1, mon grand 2, euh, où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Donc déjà, on va regarder, et là, c'est un exercice que certains d'entre vous ont fait, on va regarder, en démarrant d'ici, comment je vais envisager mon décompte. OK? Alors, je pars d'ici. Facile, première question facile. Est-ce que ma 1, je vais la mettre en 1, en 2 ou en 3 ici, par exemple? Bon, ça c'est facile, on va aller vite. Donc tout le monde est d'accord. Bon, j'estime que quand personne ne dit rien, on ne pose pas de questions, c'est que tout le monde est d'accord. Donc ma 1, elle est bien ici. OK, facile. Ensuite, ma 2, elle va être où? Bon, pareil, c'est facile. Ma 2, elle est là. Bon, ça c'est Et assez là, clair, ouais. c'est propre. J'ai une 1-2 avec une 2 en zigzag, avec une C ici qui est à peu près proportionnelle à la A ici. Et j'ai bien mon A, B, C en trois temps. Donc tout est respecté jusqu'ici. Maintenant, un peu plus piégeux, où est-ce que je vais mettre? Ouais, là, à mon avis, ça va être plus compliqué d'avoir la bonne réponse parce que forcément, on est d'accord que. Alors là, ma 3, je ne sais pas encore. Attendez, hein, je vais vous mettre d'abord 1, 2, 3 ici. Je ne sais pas où je vais la terminer encore. D'accord? En revanche, si je regarde mes proportions de correction, ok, la correction que j'ai en 2 ici, bon, on est bien d'accord que la proportion que je vois, elle est là. Elle ne va pas être là, elle ne va pas être là, encore moins, etc. Bon. Pour autant, attention, je suis d'accord avec ça. Pour moi, il n'y a pas de problème. En proportion, ma correction doit être là. Donc, de facto, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre ici? Quoi qu'il arrive, je ne sais pas encore où je vais mettre mon 3, mais ici, je vais mettre mon. Je vais mettre quoi ici? 4. Merci. Oui, je vais mettre mon 4 ici, exactement. Maintenant, la question, c'est de savoir où est-ce que je vais arrêter mon 3. Et après, à partir de mon 4, la question va être de savoir jusqu'où peut aller la 5, puisque là, il est évident qu'au regard des corrections qu'on a depuis la vague 4, on n'a pas encore terminé la 5, puisqu'il nous faudra une correction au moins proportionnelle à celle qu'on a là et là. Maintenant, je vous pose la question, après je vous donne la réponse, peut-être que vous avez trouvé. Maintenant que je dis qu'il y a un piège, personne va me dire, va me tomber dans le piège. Mais là, ma vague 3, est-ce que je l'arrête en 1, en 2 ou en 3 d'après vous? On va l'arrêter en deux. Ouais, ouais, exact. Bon, on l'arrête en 2 et on va voir pour quelle raison on l'arrête en 2. Pour deux raisons, mais alors moi, parfois, je raisonne dans l'autre sens. D'accord? Raisonner dans l'autre sens, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'imagine que finalement, ma 3, je me dis, bah, je vais peut-être la mettre là. Et je vais essayer de voir si ça colle ou pas. Donc si je mets ma 3 là, on est d'accord que dans ce mouvement-là qui va de 2 à 3, je vais devoir sous-diviser en combien de temps? 5. Temps. On est d'accord. Donc, si je veux sous-diviser en 5 temps, déjà, ça veut dire que si je pars, je rétro-pédale, c'est-à-dire que je pars dans l'autre sens, bah, où est-ce que je vais démarrer ma petite vague 5 ici? Puisque si j'ai ma grande 3 là, hop, ça veut dire que dans le sous-cycle qui va démarrer ici, bah, je vais avoir ici, par exemple, une petite 5 qui va être là. Ok. Donc, si j'ai ma petite 5 là, j'essaie de voir en rétro-pédalant où est-ce que je vais avoir ma 4. Et si j'ai ma 4 là, ce qui va m'emmerder un peu, c'est que ma 5 elle est en combien de temps là? Elle n'a pas l'air d'être en 3. 5 temps, elle n'est pas en Non, un en temps. 3 temps. Ouais. Voilà. Donc là, ça me gêne un peu. C'est pour ça que j'ai pas envie de mettre ma 3 ici. Bon, après, je vais voir, parce que peut-être que je pourrais la mettre là aussi. Euh, donc, et même à l'inverse, si je pars du 2 ici, bon, si je veux être vraiment propre, je vais. En fait, je le vois, moi. Je le vois, mon décompte, je vais vous montrer où il est. Et après, en revanche, on va essayer de voir comment. Voilà, mon décompte, là, je le vois assez bien comme ça. Ah mince, je me suis trompé. Ouais, tout à fait. Mais donc déjà, parfois, on le voit à l'œil, mais après, on va essayer de Voilà, 3, 4, 5 ici.
Voilà. Et donc après, j'ai bien ma 4 qui arrivera là. Bon. Maintenant, il faut, pour être très propre, que je zoome un petit peu, si je veux être super propre, hein. Là, imaginons qu'au lieu d'être en train de se prendre la tête là pour savoir où on en est après, de toute façon, ce qui est évident pour nous, c'est qu'on a bien du 1, 2 et du 4 ici. À la limite, on a envie de se dire, après, qu'importe. C'est-à-dire que le 3 soit là, là, là ou là. Nous, aujourd'hui, ça n'apportera aucune indication pour la projection, la prospection qu'on veut faire par la suite. Maintenant, nous, on essaye d'être le plus propre possible parce que c'est en apprenant la théorie de la façon la plus propre qu'après, on pourra, par exemple, si au lieu d'être là, eh ben, on faisait la formation quand on était là, là, ça aurait été important d'avoir le bon décompte pour savoir où est-ce qu'on en est et où est-ce qu'on peut estimer qu'on va s'arrêter, etc. Bon. Donc ici, je vais essayer de zoomer un tout petit peu pour voir avec vous comment je vais envisager mon décompte en 1, 2, 3, 4, 5 ici. D'abord, je vois à l'œil nu que quand je fais ça, déjà, je me dis, bon, ce qui est cohérent, c'est que je vois bien que ma 2 ici n'est pas revenue au niveau de ma 1. Je vois bien que ma 3 est la plus grande, très vite. Et je vois bien, évidemment, que ma vague 1 ici, qui est là ou là, on ne sait pas encore, n'a pas été enfoncée par la 4 qui s'arrête beaucoup plus haut. Bon, très bien. Donc là, déjà, je me dis en Elliott, je suis bon. Euh, Après, ici, j'ai deux possibilités. Vous souvenez, on avait dit que parfois, il y avait deux façons d'envisager un décompte. Je peux mettre ma 1 ici, ou je peux éventuellement la mettre là. En revanche, donc si je mets ma 1 ici, alors là, attention, hein, pour le coup, là, il y a un vrai piège, un vrai challenge. Si je mets ma 1 là, où est-ce que je dois mettre ma 2? OK. Et si je mets ma 1 là, qu'est-ce que je dois dessiner derrière? Donc, hop, pour se souvenir, là, en fait, je veux revenir jusqu'ici. En revenant jusqu'ici, d'accord? Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'ici, je vais avoir mon grand 3 que je vais mettre précisément là, du coup. OK. Donc, ça veut dire encore, si je fais le même raisonnement, que de là à là, je veux combien de vagues? De mon grand 2 à mon 23, je veux réussir à trouver C'est ça. 5 vagues. Donc, ma 5, elle est là. Donc, si je rétro-pédale, en mettant ma 5 là, je sais tout de suite où je vais mettre ma 4. Forcément. Ma 4, est-ce que je vais la mettre en 1, en 2 ou en 3? Bon, c'est facile. Ma 4, je vais la mettre ici. Donc, si je rétro-pédale en disant là, j'ai une 5, quand je dis rétro-pédaler, c'est que parfois, c'est plus facile de voir ici que de voir ce qu'on a ici au début. Parce que là, c'est un peu complexe qu'on a. Bon, très bien. Je sais que ma 4 est là. Donc, si ma 4, ma petite 4 hein, dans la grande 3 est là, où est-ce que je vais mettre mon petit 3? Bon, ça, c'est facile aussi. Est-ce que je vais le mettre là? Là? C'est tout. Est-ce que je vais le mettre là en un ou en 2? Un. Voilà, en un. Là, je vais mettre mon 3 et avec un zigzag. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Ah, mince. Hop. Je fais n'importe quoi. Excusez-moi. Voilà. Là, ici, j'ai bien mon 3, mon petit 3 de ma grande 3, avec un zigzag très propre ici, en A, B, C, donc en trois temps, A, B, C, avec une A et une C qui sont proportionnelles. OK. Donc à partir de là, la difficulté, ça va être de savoir où est-ce que je vais mettre mon 1. Est-ce que je vais le mettre là ou là? Qu'est-ce qui est le plus propre, etc. Bah, pareil, je peux rétro-pédaler. Si je rétro-pédale, c'est que dans cette 3-là, OK, imaginez que je mette mon 1, 2 là ou mon 1, 2 là. Bah, par exemple, mon petit 2 ici, voilà. Voilà. Bon, je vais me dire, est-ce que je dois le mettre proprement ici ou est-ce que je dois le mettre plus proprement là? Bon. Bah là, on peut rétro-pédaler aussi parce que de là, de 2 à 3 ici, là aussi, il faut que je puisse sous-diviser à nouveau en combien de temps, puisque je suis sur une vague impulsive, en 3 temps. OK. Donc pareil, si je pars de là et je rétro-pédale, où est-ce que je vais mettre ma 4? Bah, je vais la mettre ici. Donc là, attention, hein, je suis encore plus dans un truc encore plus petit. Donc, je ne sais pas comment je vais vous le mettre pour que vous arriviez à le voir, mais on va faire comme ça. Donc, on va mettre petit 5 ici et on va mettre une autre couleur, comme ça sera plus. Non, je vais le faire comme ça. Voilà. Hop, du vert ici. Oui. Pardon? Non, du jaune, c'est plus. Voilà. Donc là, je vais mettre mon petit 5 ici, dans ma 3. OK? Et après, hop, bah, du coup, ma 4, pareil, je sais en rétropédalant où est-ce que je vais la mettre. Bon, et c'est comme ça
qu'on va réussir au final. Donc là, je vais mettre ma 4. Tac, et c'est comme ça qu'au final, donc là, forcément, alors forcément non, mais ma petite 3, je vais la mettre là ou là, bah, c'est plutôt là que je vais la mettre. Et après, donc du coup, ça va nous montrer que si je veux vraiment, vraiment respecter mon décompte avec ma notion de proportion, bah, idéalement, je dois mettre ma 2 ici. OK? Et là, je vais faire de 1, 2, 3, 4, 5 ici, pour avoir après ma 3 ici. OK? Maintenant, ce qui compte pour moi, c'est surtout que voilà, qu'on ait vu les grands ensembles, les grands mouvements, etc. Maintenant, deux choses. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire si je mets ici ma grande 3, ok? Donc là, j'ai ma grande 4. Donc ma grande 4, elle doit avoir lieu en combien de temps? Comme c'est une phase corrective, elle doit avoir lieu soit en un trait, 3. on voit que c'est pas le cas, en 3 temps. OK. Donc si je démarre ici, maintenant, je vais envisager ma grande 4. Donc si je démarre de là, où est-ce que je vais faire la fin de mon premier temps? En un, en 2 ou en 3 ici? 2. OK, en 2. On est d'accord. Donc là, j'ai ma A. Donc après ma B, est-ce qu'elle est là ou là? Est-ce qu'elle est en un ou en 2? Bon, elle est 2. en 2 ici. Et ma C est là. Très bien. Est-ce que ça me rappelle quelque chose, ça? Ma 3 là, elle a l'air d'être en combien de temps, là? De là à là. Ma 3, elle est comme ça. D'accord? Donc si ma A est en 3 temps, c'est que je suis quoi? Ma grande 4, c'est un. Si j'ai une A en 3 temps, c'est que ma grande 4, c'est un. Dans quel cas de figure de correction on a une A en 3 temps? Dans les. Vous allez me le trouver. On l'a vu tout à l'heure. Flat. Dans les flats. Donc là, j'ai un flat avec une B qui revient à peu près au niveau de ma A, ce qui n'est pas le cas dans les zigzags. Et une C qui est un peu plus en extension. OK? Donc c'est pour ça que j'ai bien pu mettre ma 3 là et de façon cohérente. Dernière chose, et après je vous laisse euh, avant la dernière session où là, on va vraiment, vraiment s'attacher à faire ce qu'on fait là, des cas pratiques, des cas pratiques, des cas pratiques. Voilà, donc là, j'avais dit que j'avais mon 1, 2 là, ok? Du coup, on a bien vu que j'avais mon 3 là, mon 4 là, et après, bon, 5, on va mettre, on ne sait pas, on va mettre comme ça. Voilà, 5, on verra où est-ce qu'il s'arrête. Ok. Et on va voir justement avec les projections de Fibo, avec les sous-décomptes qu'on pourra éventuellement envisager ici. Est-ce que je vais avoir du 1, 2, 3, 4, 5, où est-ce que j'en suis? Ça va nous permettre d'avoir éventuellement des objectifs. Mais là, déjà, je voudrais qu'on s'arrête juste à ça avant de vous libérer. On va partir de là jusqu'ici, en tout cas jusque-là, et on va vérifier nos règles héliotistes. Et je vais vous montrer pourquoi est-ce que j'ai tenu à ce qu'on fasse ça. Alors, première règle héliotiste. La 2 ne retrace pas 100% de la 1. D'accord? Bon, là, on le voit assez facilement. Ma 2, elle est revenue jusqu'ici. Et ma 1, elle a démarré là. Donc ça, c'est bon. Deuxième règle, la 3 n'est N'est pas pas là la plus courte. courte. Voilà. Bon. Là, on n'a pas besoin de prendre des ratios, etc. Pour voir que la 3 est plus grande que la 1. Tout le monde est d'accord. Mhm. Comme la 3 est plus grande que la 1, c'est-à-dire que la vague 5, elle, À tous les droits. merci. Elle a tous les droits exactement. C'est-à-dire qu'elle peut être plus courte que la 3, ce qui est encore possible si elle est terminée. Elle peut être égale à la 3, on n'est plus très très loin, ou elle peut être beaucoup plus grande que la 3, on s'en fiche, entre guillemets. C'est quoi la dernière règle élotiste? Et c'est là que je veux vraiment vous montrer l'impact justement de ça et de ce que je vous disais sur des signaux d'achat, sur les rebonds, sur les overlaps. Donc la dernière règle en Elliott, c'est, La 4 n'enfonce pas la 1. voilà, et là, qu'est-ce qui va se passer de façon magique? Voilà. Donc là, j'ai vraiment la 4 qui est venue taper sur la 1, alors qu'on a une forte accélération là qui correspond au Covid, hein. Donc c'est ça qui est quand même assez frappant, c'est que quand bien même on a ici une accélération qui est, induite par quelque chose de totalement et imprévisible et aléatoire, etc., qui était là une crise sanitaire, on est quand même venu rebondir sur l'overlap. Et ça, c'est très intéressant. Je vais vous montrer juste les indices américains avant de vous laisser. Là où c'est très intéressant, c'est que ça nous prouve que finalement, tout ce qu'on regarde, nous, en graphique, pour ceux qui, comme vous, puisque vous êtes là, s'intéressent à de l'analyse graphique technique, bah, c'est-à-dire que en soi, le technique lui-même se suffit à lui-même. C'est évident que là, ça ne s'est pas arrêté là parce que les gens se sont dit après le Covid, ah, tiens, qu'est-ce qu'on fait là? Ça fait un mois qu'on est en train de se murger. Ah, bah tiens, on devrait racheter, on est sur l'overlap. Bah, évidemment que ça ne s'est pas fait comme ça. Mais nous, dans ce qu'on utilise après, c'est-à-dire en Elliott,
l'analyse et les décomptes qu'on va faire, et ben, on va retrouver des règles qui vont nous permettre justement d'envisager des choses comme ça. Et là, je vais vous montrer les indices américains, parce que j'avais fait une petite vidéo là-dessus, parce que c'est intéressant, et parce que c'est aussi une des raisons pour lesquelles, moi, je commence à me dire, bah, peut-être que ça peut être pas mal de racheter un peu les indices. Alors, je vais pas me mettre sur du... Si je vais mettre sur quoi? Sur du 2 semaines. Non, ça marche aussi. OK. Donc là, regardez, ici, on a eu la grosse dégringolade suite à, bah, justement aux frasques de Trump et tout, et les droits de douane. Où est-ce qu'on a rebondi ici? Et rebondi bien violemment d'ailleurs. Attendez, je vais peut-être mettre plutôt du... Voilà, OK. Donc après la forte dégringolade, on a rebondi ici. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle un overlap. Alors, on ne sait pas encore hein, si on était sur du 1, 2, 3, 4, mais nous, en bon analyste, à chaque fois qu'on va finir un mouvement et commencer le suivant, on va toujours prendre le sommet du mouvement précédent et l'envisager comme un overlap. Et là, le S&P a rebondi sur son overlap. Ici, si je prends le Dow Jones, de la même manière, le Dow Jones a rebondi où? Ici, sur son overlap. OK, vous voyez, tac, le plus haut de la vague précédente, on a rebondi dessus. Le Nasdaq a rebondi où? Je vous le donne en mille. Paf, sur son overlap. Et vous voyez quand même que c'est très propre hein, ce qu'on voit là. Donc, c'est pour ça que moi, nous, en tout cas chez DT, on s'est dit, bah, peut-être que finalement, contrairement à ce qu'on pensait, les marchés ont les moyens de repartir vers de nouveaux plus hauts. Ce qui ne veut pas dire, hein, évidemment, comme on le sait en Elliott, qu'ils ne vont pas faire une A, B, C, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas faire ça avant de repartir. En tout cas, tant qu'ils sont au-dessus de ça, sur du long terme, hein, bah, on ne va pas envisager une tendance baissière ou une correction plus importante. Alors, les indices européens, eux, n'ont pas eu le même schéma. Mais on a un autre indice qui a eu exactement le même schéma. Bon, il y a le Bitcoin aussi, d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse. Mais regardez, sur le Nikkei, c'est encore plus parlant parce qu'on a ici, voilà, on a un overlap qui a été testé une fois, deux fois, trois fois. Donc ce niveau de support-là, c'est un niveau qui est quand même très fort, qui aurait pu donner d'ailleurs des signaux d'achat à chaque fois qu'on rebondissait dessus. Euh, voilà. Bon, ben, on va dire que c'est tout pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Euh, alors, la suite des événements, on va se retrouver donc jeudi, on va dire autour de 19h. On va faire jeudi uniquement de ce qu'on a fait là, uniquement du cas pratique. Maintenant, les règles, on est censé les connaître. Vous allez avoir le bullet point pour avoir les dernières choses, c'est-à-dire les choses, tout ce qu'il faut retenir, en gros, ça va être dans ce document. Tout le reste, bah, notamment sur les ratios, je vais vous mettre les deux choses qu'il faut retenir, c'est les extensions et les retracements. Le reste, toutes les proportions entre les vagues d'inflat, des triangles, tout ça et tout, ça peut être intéressant intellectuellement de temps en temps ou pour essayer de conforter, mais c'est pas du tout important de le savoir. Donc on a tous les outils pour commencer à cartographier, faire l'état des lieux, etc. Pour la semaine prochaine, pour jeudi, ceux qui ont le temps, évidemment, vous avez bien vu là, il y en a qui ont pas pris le temps, qui n'ont pas pu faire d'exercice. Moi, c'est pour vous, hein. C'est pas pour moi quand je vous demande de faire des choses, c'est pour vous parce que ça vous aide davantage. Donc prenez-moi. J'allais vous donner des titres en particulier. Bah non, 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 allez-y. Si vous avez... Bon, si certains ont besoin que je leur force un petit peu la main, je veux dire par exemple Total, bah voilà, prenez-moi Total et c'est moi, ou Michelin, voilà, bon, je sais pas, Michelin, allez, partons sur Michelin, je m'en fiche. Donc essayez de voir sur Michelin et Total, tiens, voilà les deux, si vous voyez des décomptes, quels comptes, lesquels, etc., etc. Et si vous avez envie de vous-même, pour ceux qui ont pas besoin d'un exercice imposé, de prendre des graphiques et d'essayer de voir des décomptes dessus, allez-y. Ça peut être que du basique comme l'a fait Hugo, hein. Ça peut être prendre plein de graphiques différents et essayer de me voir dessus des 1, 2, 3, 4, 5, etc. Ça peut être un cas pratique plus poussé comme Pierre nous l'a fait en mettant voilà, sur un même graphique, en essayant de voir plusieurs enchaînements de vagues, 1, 2, 3, 4, 5 ABC, des cycles, des sous-cycles. Voilà. Nous, ce qu'on va faire jeudi, c'est que des graphiques. On va voir ce que vous avez fait. Moi, je vais vous montrer des graphiques, je vais vous mettre les décomptes, et puis après, à tour de rôle, je vais vous demander individuellement, pour être sûr que vous avez participé, voilà, sur tel graphique, comme j'ai fait là, où est-ce qu'on va mettre le 1, où est-ce qu'on va mettre le 2, etc. Pourquoi, quelles sont les règles, etc., etc.
Voilà, voilà, voilà. Bah, écoutez, je vous remercie. Je vous envoie donc un mail avec le lien du replay et surtout que là, tout le monde n'était pas là. Et le bullet point mis à jour. Et puis, je vous enverrai jeudi l'invitation pour la dernière session de jeudi, qui sera certainement maintenant la plus intéressante, puisque ça va être là qu'on va mettre en pratique tout ce qu'on a vu jusqu'à présent et évidemment mettre en pratique pour pouvoir l'utiliser par la suite, parce que c'est ce qui compte aujourd'hui. Donc, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je vous retrouve donc jeudi. S'il y a des questions entre-temps, bah, vous pouvez très bien m'écrire, hein, c'est pas parce que... Et notamment si vous êtes en train de faire des exercices et qu'il y a quelque chose qui vous échappe et que vous avez besoin d'être débloqué, bah, vous pouvez me poser la question. Voilà. Allez, je vous souhaite encore une très bonne soirée. Je vous retrouve tous, enfin tous, j'espère, jeudi prochain, autour de 19h.